On reprend la suite, hein. C'est un nouveau chapitre, mais je m'étais arrêté à la fin du chapitre, donc c'est normal. Vous avez 3 ou 4 diapos dans le document PDF que vous avez pu récupérer qui sont supplémentaires, mais vous n'en tenez pas compte. C'est le chapitre 1, 3, je crois, quelque chose comme ça, vous n'en tenez pas compte. J'ai sorti cette partie-là pour réduire, elle ne servait pas à grand-chose. Donc, on prend bien, on est sur le numéro 2. Avec la cinétique complexe. Sous-entendu, si on aborde la cinétique complexe, c'est que la cinétique simple est terminée. D'accord ? La plus grosse partie de la cinétique complexe, c'est mon collègue Yves Guillaume qui va donc vous la faire. On va juste aborder la cinétique complexe et démarrer sur la première partie du début de la cinétique complexe. Voilà, donc juste le démarrage. Une cinétique complexe, je crois que je l'ai déjà dit, c'est juste la situation que l'on a quand on va combiner des cinétiques simples. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire cette fois-ci à une seule réaction, mais on a affaire à plusieurs réactions. Volontairement ou involontairement, la plupart du temps, ce n'est pas par choix qu'on aura affaire à plusieurs réactions. C'est juste que, dans les faits, les réactions auxquelles on a affaire s'enchaînent ou se combinent de manière tellement rapide et intriquée que l'on ne peut pas les séparer. Si on ne peut pas les séparer, on est bien obligé de les étudier simultanément. Voilà. Donc ce n'est pas un choix d'être en cinétique simple ou en cinétique complexe, c'est juste une situation telle qu'elle se présente. Et à la base, dans cette cinétique complexe, on a juste 3 classes. Ce qu'on va appeler les réactions opposées. Réactions opposées, c'est, vous avez déjà vu ça, il y a la réaction et il y a la réaction inverse, la réaction directe et la réaction indirecte. D'accord ? La réaction peut se faire dans un sens et elle peut également se faire dans l'autre sens. Et je sais bien qu'on peut avoir l'impression que c'est qu'une réaction, mais non, on a bien 2 réactions. La réaction qui se fait dans un sens, c'est une réaction simple qu'on peut étudier comme on l'a fait précédemment, ordre 0, ordre 1, ordre 2 éventuellement, d'accord ? Ou quelque chose de plus compliqué mais qu'on n'a pas à traiter. Et il y a la réaction en sens inverse. Ça fait bien donc 2 réactions, puisque le réactif et le produit est différent dans les 2 sens. On a donc bien 2 cinétiques simples, mais qui se combinent. Les réactions en série, on a été parfaitement capable d'identifier que le produit A donne d'abord le produit B, mais ce produit B, spontanément, rapidement ou pas, d'ailleurs, va conduire à un autre produit. Sauf qu'on voit bien qu'il y a une étape intermédiaire, elle est clairement identifiée ou identifiable. Et puis, les réactions parallèles, les réactions de compétition. Les mêmes réactifs peuvent conduire, selon 2 voies différentes, à des produits différents. Il n'est pas inenvisageable que 2 voies différentes conduisent au même produit, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc on a bien des réactifs, 2 voies différentes qui conduisent à des produits différents. Juste pour prendre un exemple par rapport à ça et pour faire le lien avec ce que vous voyez sans doute en chimie organique, les réactions d'élimination et de substitution nucléophile sont dans ce cadre-là. D'accord ? On part des mêmes réactifs, 2 voies de réaction différentes, élimination, substitution, et ça conduit à des produits qui sont distincts. D'accord ? Vous verrez les 2 suivantes et les combinaisons que l'on peut faire avec ces 3 briques élémentaires, parce qu'on peut les associer, les combiner dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel nombre, bien entendu, pour faire cette fois-ci des mécanismes réactionnels excessivement complexes, parce qu'on n'est pas obligé de n'avoir que l'une ou que l'autre. On peut avoir plusieurs en même temps, plusieurs fois la même, ou des combinaisons variées entre ces différents éléments, qui peuvent faire des choses vraiment excessivement complexes. C'est ce que vous verrez avec Guillaume. Ensemble, on ne va voir que la première, celle des réactions opposées, et plus particulièrement, voir un peu comment ça se traite. Donc, réaction opposée, la première partie, la réaction directe, le produit A donne le produit B. Si on traite ça comme une cinétique simple, après tout, ça veut dire que cette réaction-là, il a une vitesse de réaction qui est tout simplement la variation de la composition
en concentration ici, mais ça pourrait être un nombre de mol éventuellement, par rapport au temps. Le moins que vous voyez apparaître ici, c'est parce que c'est un réactif, son coefficient stoichiométrique est donc égal à -1. D'accord ? J'ai mis directement le moins dedans. Et si c'est une cinétique du premier ordre, pourquoi pas ? D'accord ? En admettant que ce que je suis en train de décrire là, ce sont des réactions élémentaires, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Si c'est une réaction élémentaire, elle est monomoléculaire, donc elle devrait être du premier ordre. Parfaitement légitime de l'écrire donc sous cette forme-là. Ce qui ferait qu'à 1, le coefficient de vitesse de la réaction directe, nommé 1, fois la concentration en A. Parfait. La deuxième réaction, si je la traite indépendamment, je peux faire quasiment la même chose. Cette fois-ci, j'aurai la vitesse indirecte, elle est notée -1, sous-entendu c'est l'inverse, enfin l'opposé en l'occurrence. Je me suis à nouveau référé au composé A, histoire de pouvoir comparer les deux, mais bien entendu, ce serait moins dB sur dt aussi. D'accord ? J'ai le droit de l'écrire sous cette forme-là, c'est parfaitement légitime. Mais au moins, je vais rester cohérent, je garde le même composé dans les deux sens. Par contre, sa loi de vitesse, si à nouveau c'est une cinétique d'ordre 1, elle est par rapport à la composition du réactif, et le réactif, cette fois-ci, c'est bien B. On a donc K1A dans le premier cas, K-1B dans le deuxième, c'est logique. Et quand j'ai les deux, qu'est-ce que je fais ? Mais ces deux réactions-là, elles vont avoir les deux lieu en même temps. Et donc la loi de vitesse, si je veux l'écrire, je n'ai pas de raison de changer la règle. La vitesse de réaction, c'est la variation de la concentration d'un composé par rapport au temps. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis un moins ? Mais ça, c'est la convention de lecture qu'on a adoptée depuis le début. Par convention, on appelle réactif ce qui se trouve du côté gauche de la balance réactionnelle. Effectivement, je peux lire cet équilibre dans les deux sens, mais par convention de lecture, A est un réactif. Si c'est un réactif, son coefficient stoichiométrique, c'est -1. Ce qui explique pourquoi j'ai mis moins dA sur dt. Et là, j'observe juste la convention de lecture. D'accord, mais après, c'est quoi ? Imaginez en fait que ce qui est en train de se passer là, c'est comme si on avait un grand réservoir avec un robinet qui fait rentrer, un robinet qui fait sortir. Si vous voulez calculer le volume qui se trouve dans le grand réservoir, vous allez devoir faire la différence entre la quantité d'eau qui sort et la quantité d'eau qui rentre, la vitesse de sortie, la vitesse d'entrée. C'est un peu la même chose ici. Les deux vitesses, elles se concurrencent l'une l'autre. Moins dA sur dt, c'est V1, c'est ce qui est écrit sur la première ligne. Moins dA sur dt, c'est moins V-1, c'est ce qui est écrit sur la deuxième ligne. Je vais juste additionner mes vitesses en tenant compte de ce à quoi elles sont égales par rapport à ma vitesse globale. Ma vitesse globale, je l'ai définie comme étant moins dA sur dt. Par convention de lecture, je cherche moins dA sur dt dans les cinétiques simples qui se trouvent au-dessus et j'additionne. Je vais donc avoir V1 moins V-1. Et V1, c'est K1A. V-1, c'est K-1B. J'ai juste à remplacer. Voilà ma loi de vitesse pour cette cinétique où j'ai deux réactions opposées d'ordre 1. Si l'une des deux avait été d'ordre 2, on aurait juste les deux concentrations, etc. Ça n'aurait rien changé. C'est la loi de vitesse non intégrée, on est bien d'accord là. D'accord ? C'est l'équation différentielle. Est-ce que c'est tellement plus compliqué jusqu'à ce stade-là que ce qu'on avait fait sur la cinétique simple ? Fondamentalement, non. D'accord ? On définit à quoi est égale notre vitesse globale et on cherche dans toutes les cinétiques simples qu'on a au-dessus à quoi c'est égal par rapport au terme qui définit notre vitesse globale. C'est tout. Avec des plus, avec des moins. Éventuellement des coefficients stoichiométriques qui pourraient apparaître, mais là, il n'y en a pas. D'accord ? Voilà. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, ça, mathématiquement, le traité, ça va être une autre paire de manches. Parce que ça,
Je vais d'abord faire juste une petite aparté. Oui. Ça, il y a quand même un cas où c'est extrêmement simple à traiter. Un cas, c'est quand je suis à l'équilibre. Puisque j'ai deux réactions opposées, il y a un moment où, fatalement, quand on a deux réactions opposées, on va se retrouver dans une situation d'équilibre. Les deux cinétiques vont être identiques. Ça va aller aussi vite dans un sens que dans l'autre. Si ça va aussi vite dans un sens que dans l'autre, ça veut dire que la vitesse globale de réaction, elle est nulle. Ça ne veut pas dire que les réactions n'ont plus lieu. Ça veut juste dire qu'elles ont lieu à la même vitesse. Donc elles s'annulent. On produit autant de B que l'on en détruit pour reformer du A. Voilà ce que ça veut dire. Donc la variation de concentration de A ou la variation de concentration de B, c'est-à-dire la vitesse globale, elle sera égale à 0. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les deux termes en K, les deux lois de vitesse, sont identiques. Dans le cas présent, ça fait K1A qui est égal à K-1B. À l'équilibre, c'est pour ça que j'ai rajouté le petit équilibre. On est à l'équilibre, sinon ce n'est pas vrai le reste du temps. Et ça veut dire que le rapport des deux constantes de vitesse est égal au rapport de concentration de mes deux réactifs pour les deux réactions. Et là, je sais que c'est loin, parce que c'était au premier semestre, mais pour la réaction à laquelle j'ai affaire ici, ce rapport de concentration, c'est la constante d'équilibre de cette réaction. Et là, on fait le joint entre la cinétique et la thermodynamique. Quand on a des réactions équilibrées, là, donc qui concernent la partie de la thermo liée aux équilibres chimiques, on s'aperçoit que ce qu'est une constante d'équilibre, c'est simplement le fait d'établir, de voir, de constater que les vitesses de réaction à ce point-là sont identiques. Donc le rapport des constantes de vitesse qui sont égales. Je veux juste rajouter un point qui est super important ici. J'ai fait une hypothèse au départ. L'hypothèse de départ, c'est mes réactions sont élémentaires. Donc leur ordre est égal à leur molécularité. D'accord ? C'est parce que leur ordre est égal à leur molécularité que j'arrive à cette conclusion-là. Si l'ordre n'est pas égal à la molécularité, c'est-à-dire si la loi de vitesse n'est pas simple, ça ne marche pas. Mais dans le cas présent, c'est-à-dire que si mes réactions sont réellement des réactions élémentaires, on est dans la situation où la thermo et la cinétique se combinent parfaitement et fonctionnent bien ensemble. Je reprends ma définition, donc que j'avais pour ma vitesse globale de réaction. La variation de concentration, c'est la somme des deux vitesses élémentaires. Là, en l'occurrence, j'ai deux variables. D'accord ? Comme j'ai deux variables, je ne peux pas intégrer directement. Mais si on fait le tableau de concentration correspondant à cette situation-là, on s'aperçoit que les deux variables ne sont pas indépendantes. Quand j'enlève du A, je rajoute du B. Quand j'enlève du B, je rajoute du A. Donc les deux variables ne sont forcément pas indépendantes. Elles dépendent de l'avancement de la réaction, qui est noté X ici. Ce qui veut donc dire que notre variation de concentration de A, on pourrait l'exprimer par rapport à l'avancement de la réaction. Normal, on a le droit de faire ça. Ce qui veut dire qu'on se retrouverait ici avec une équation différentielle dépendant de cet avancement de la réaction. On avait vu ensemble sur la cinétique du deuxième ordre que ça peut s'intégrer, c'est un peu compliqué, mais ça peut s'intégrer. Et quand on l'intègre, on obtient une espèce de monstre qui ressemble à ça. On est dans la situation la plus simple, d'accord ? Puisque j'ai deux cinétiques du premier ordre avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1. Donc on est dans la situation la plus simple ici. Enfin, qui pourrait être à peine un peu plus simple, puisque j'aurais pu choisir deux concentrations identiques initiales. Ce n'est pas le cas, d'accord ? Mais on est dans la situation la plus simple. Vous aurez remarqué que la diapo est grisée. Sous-entendu, oui, on ne vous demande pas de savoir faire ça. Ce n'est pas le niveau qui est attendu de vous. Mais alors, pourquoi je vous le montre ? Je vous le montre juste pour une chose. Vous montrer que si vous regardez la structure juste de ce qu'on vient d'obtenir à la fin, on a une concentration
en A ici, puisque c'est ce qu'elle a calculé, qui dépend d'une exponentielle. Et on avait déjà vu ça. Dans la cinétique simple ordre 1, on a effectivement une concentration qui dépend d'une exponentielle. Là, j'ai deux réactions opposées, elles sont d'ordre 1, j'ai une concentration qui dépend d'une exponentielle. Donc en gros, la solution qui est trouvée ici, elle est un peu plus dure à atteindre, mais elle est exactement du même niveau de difficulté que ce qu'on avait déjà vu. Et on trouve une solution du même type. Maintenant que j'ai cette réaction-là, on va pouvoir voir par contre ce à quoi elle ressemble, ce que ça donne en termes de résultats. Mais si on trace ça, alors j'ai choisi deux valeurs de K1 et de K-1 totalement arbitraires, hein. On rentre ça avec une concentration à 0 et on obtient une décroissance d'exponentielle négative de la concentration. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on avait déjà obtenu comme solution pour l'ordre 1 de la cinétique simple, à une différence majeure près. C'est que là, elle ne tend pas vers 0. Comme c'est un équilibre et qu'il y a l'autre réaction qui repart en sens inverse, il n'y a aucune raison que j'épuise la totalité du réactif A. Il va en rester. Et donc, cette fois-ci, ma réaction, elle tend vers un équilibre, vers la concentration d'équilibre de A. Donc, elle tend vers une valeur non nulle. Elle tend, hein, pareil, elle ne l'atteindra jamais, dans les faits, pour les mêmes raisons que précédemment, mais elle tend vers une valeur de concentration d'équilibre qui n'est pas nulle, cette fois-ci, contrairement aux réactions qui sont totales. Bon, bien entendu, ce qui n'est pas du A, c'est du B. Donc la courbe de concentration de B, c'est juste l'image inversée de la précédente, dans le cas qui m'intéresse ici. Quand j'ai l'une, j'ai forcément l'autre, c'est la transposée, parce que la concentration en A plus la concentration en B, à tout instant ici, elle est égale à une constante, de fait. Donc voilà ce qu'on va avoir. Finalement, le fait d'avoir des réactions opposées, ça veut simplement dire que c'est mathématiquement à peine un peu plus compliqué, mais pas forcément de manière gigantesque, sauf que ça ne vous est pas demandé, et que cette fois-ci, on tend vers des concentrations d'équilibre et non pas vers un épuisement des réactifs. C'est bon? Ces concentrations d'équilibre, elles ne dépendent que des constantes de vitesse auxquelles on a affaire, proportionnellement l'une par rapport à l'autre. Là, je vais vous montrer deux images successives avec, on a conservé le rapport de K1 sur K-1, mais par contre, on va prendre des valeurs différentes de K1 et de K-1. Comme par exemple, si on prend 0,903, tels que vous les avez ici, on a un rapport de 3 à 1 entre les deux. Mais là, la somme des deux, ça fait 1,2. Si au lieu de ça, je prends 2,7 et 0,9, j'ai à nouveau un rapport de 3 entre les deux, mais par contre, c'est des valeurs qui sont beaucoup plus grandes, la somme, c'est bien plus. Et si vous regardez la différence qu'il y a entre ces deux courbes, on arrive exactement à la même valeur d'équilibre, on atteint le même équilibre, simplement, quand les K sont un peu plus grands, on y va plus vite vers cet équilibre. Si les constantes de vitesse sont plus grandes, c'est que les cinétiques sont plus rapides. D'accord ? Si elles sont plus rapides, on arrive plus rapidement à l'équilibre. C'est assez simple en fin de compte. Mais par contre, le fait que le ratio entre les deux constantes soit identique dans les deux cas fait qu'on atteint exactement le même équilibre. Ça se voit bien si cette fois-ci, je triche, je fais autre chose. Je prends deux ratios qui sont différents. La même somme, histoire que qu'on reste proportionnel en termes de vitesse à atteindre, mais ici, le ratio des deux vitesses, ça fait 0,5 sur 0,7, et je change 0,9, 0,3. Donc, ce n'est pas le même ratio, et vous voyez que l'on obtient des concentrations d'équilibre qui sont radicalement différentes. J'ai changé la constante d'équilibre, quoi. Si je change la constante d'équilibre, je change les concentrations d'équilibre. Là, on y va directement. Alors, ça veut dire, puisqu'on ne vous demande pas de traiter les équations, que c'est fini ici, on ne peut rien faire. C'est mathématiquement inatteignable pour vous.
ces réactions opposées? Non, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et on peut faire, et vous êtes capable de faire, un certain nombre de choses relativement simples dessus, qui ne demandent quasiment pas de traitement mathématique. Je reprends mon équilibre A donne B, B donne A. Et j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire qu'au cours du temps, j'ai mesuré la concentration en A. Et une fois que j'ai la concentration en A, on est d'accord que la deuxième colonne, je ne l'ai pas mesurée, je l'ai juste déduite. Je sais combien il y a de A donne B, donc si du A a disparu, c'est que c'est devenu du B. Donc la deuxième colonne, je ne l'ai pas mesurée, je l'ai calculée. Donc j'ai ça. Donc en fait, cette courbe-là, c'est une courbe purement expérimentale. Je n'ai pas besoin d'équation pour la tracer. J'ai juste besoin de faire des expériences. Là, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de mathématiques. Puisque j'ai ces courbes-là, je peux en déduire la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, c'est la variation de la concentration par rapport au temps. Donc, c'est la pente à un temps donné. J'ai juste à les mesurer, ces pentes. C'est pas dur. Expérimentalement, c'est facile à faire. Bon, c'est plus juste quand c'est l'ordinateur qui les fait que quand on le fait nous avec la règle pour mesurer les tangentes, d'accord ? Mais potentiellement, on peut le faire avec une simple règle, mesurer la pente des différentes tangentes de cette courbe. On le fait une fois, deux fois, autant de fois que nécessaire pour recueillir les valeurs. Et une fois qu'on a mesuré ces pentes, on a une colonne supplémentaire dans notre tableau. On a les vitesses de réaction. Ces vitesses de réaction, si le coefficient stoichiométrique est égal à 1, c'est directement la pente. Mais si le coefficient stoichiométrique n'était pas égal à 1, on est bien d'accord qu'il y aurait un ratio à réappliquer, divisé par 2 ou multiplié par 2 ou multiplié par 3, ça dépend du coefficient stoichiométrique auquel vous avez affaire. Et là, on peut faire quoi? Et bien là, on peut juste se rappeler ce qui était écrit dans la diapo 107, si je n'ai pas bougé les diapos entre-temps, ce que je n'ai pas revérifié, je dois vous l'avouer. D'accord ? Ma loi de vitesse, elle s'écrit comme ça. Si je divise tout par la concentration en A, ce que j'obtiens là, si vous regardez bien, c'est l'équation d'une droite. Une droite de A sur B reliée à la vitesse divisée par la concentration. Le rapport de concentration sur la vitesse sur la concentration. De pente K-1, enfin moins K-1, et d'ordonnée à l'origine K1. Si je trace sur un graphique le rapport de concentration en fonction, ou plutôt la vitesse sur la concentration en fonction du rapport A sur B, B sur A, excusez-moi, je regarde, je peux déterminer les deux coefficients de vitesse juste sur le graphique. La pente, l'ordonnée à l'origine. On le fait? Donc le graphique 1, c'est V sur A, B sur A. C'est effectivement une droite dont l'équation, je la détermine expérimentalement, je suis en train de le tracer le truc. Donc vous savez déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine d'un graphique quand vous l'avez sous les yeux. On est sur du papier millimétré là par exemple. K-1, K1, pardon, c'est l'ordonnée à l'origine. Je regarde ça directement sur mon graphique, 0,20. La pente, c'est moins K-1. Je la mesure, vous savez mesurer une pente, c'est 0,076. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de mathématiques compliquées, et avec des mathématiques extrêmement simples, juste ce que je viens de faire là, on peut déterminer, même sur quelque chose qui a priori avait l'air très compliqué mathématiquement, déterminer les deux coefficients de vitesse sans avoir fait une intégration. Pas besoin de faire des intégrations. Donc on peut travailler sur ces cinétiques complexes sans faire d'intégration. Vous le verrez également par la suite avec le cours d'Yves Guillaume, en particulier sur les réactions en chaîne où on n'a pas besoin d'intégrer le résultat pour trouver des résultats qui sont importants.